violence has more to do with video game weapons than real ones. Fear expressed by parents during public hearings that video games lead to violence. Mohamed Merah, c'est la faute des jeux vidéo. Breivik et les attentats en Norvège, c'est la faute des jeux vidéo. Andy également. He was trained to kill with Call of Duty and other video games. Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. L'influence des jeux vidéo sur les enfants. Influence, effet négatif. Regardez. There's been plenty of research out there which shows a link between violent video games and aggression. Video games to me are murder simulators is what they are. Depuis bien longtemps, les jeux vidéo ont souvent été considérés comme néfastes par les médias et l'opinion publique. En effet, ceux-ci tiennent la réputation de rendre violents, accros, asociaux, idiots, mauvais pour la santé, ou encore font perdre le sens de la réalité. Est-ce que le jeu vidéo n'a seulement que des mauvais côtés ? Pour vérifier la véracité de ces informations, nous avons contacté Olivier Duris, psychologue spécialisé dans les jeux vidéo. Nous le retrouvons dans son cabinet à Paris, et il va nous donner son point de vue forgé de par ses expériences et des cas qu'il a traités. Déjà, le premier intérêt que les jeux vidéo vont avoir, c'est de permettre aux joueurs en fait, d'avoir un espace de jeu. Donc, on sait à quel point le jeu, c'est important déjà pour le développement. Donc, ça, c'est déjà un premier point important, qui est le fait de proposer une expérience ludique. Ensuite, après, il y a pas mal de capacités qui vont être stimulées par la pratique des jeux vidéo. Et ça se voit dès à peu près 6 ans. On va dire que le jeu vidéo peut stimuler certaines capacités en fonction du jeu auquel on joue et de la manière dont on y joue. Par exemple, les jeux les plus connus, on peut avoir, par exemple... Déjà, on a Minecraft qui va par exemple stimuler les capacités d'innovation ou de créativité, ce qu'on retrouve aussi dans les Sims par exemple. On va avoir les jeux type FPS, jeux d'action, type jeux de guerre à la Call of Duty ou Battlefield qui vont travailler plutôt les capacités de décision rapide, ce qu'on peut retrouver aussi dans les jeux de combat par exemple, le fait de réfléchir rapidement en fonction de l'information qu'on voit sur un écran. On a certains jeux qui vont plutôt stimuler, comme je disais, la mémoire ou la réflexion, ce qu'on va trouver dans les professeurs Layton ou autres. Tous les jeux qui vont se jouer en équipe, les Overwatch, LoL ou autres, vont stimuler le travail en équipe, la coopération. Les jeux de gestion et de stratégie vont travailler les capacités stratégiques aussi. Donc en fait, chaque jeu va proposer en fait un type d'expérience vidéoludique. Et finalement, ça va dépendre de quel jeu va être utilisé, par quel joueur, comment est-ce qu'il va être investi et comment il va être joué. Donc on ne stimule pas les mêmes choses quand on joue seul à un jeu en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas que quand on joue en fait avec une team ou autre et qu'on essaie de justement de pouvoir se coordonner tous ensemble. Donc en fait, il y a plein de jeux qui vont pouvoir avoir leur intérêt. On voit aussi les jeux qui vont nous permettre de travailler sur l'histoire. Par exemple, Assassin's Creed a été quand même très réputé pour ça. D'autres jeux en fait qui vont aussi permettre de faire découvrir de belles histoires. Et ça, c'est vachement intéressant aussi de travailler le contenu narratif un peu comme avec un livre ou un film ou des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver plutôt dans les jeux qui vont beaucoup jouer sur les codes de la littérature ou du cinéma pour pouvoir proposer une histoire vraiment pertinente et longue. Donc, encore une fois, ça dépend en fait de quel jeu et comment on y joue. Ce qu'on remarque très généralement, par exemple, à l'adolescence, c'est que les jeunes vont être attirés par des jeux multijoueurs. Donc le but, ça va être surtout de stimuler le côté social et pour justement jouer avec des copains. C'est pour ça d'ailleurs que les jeux qui explosent le plus à l'adolescence, ça va être les Fortnite, les Minecraft, les Brawl Stars, donc les jeux qui se jouent à plusieurs. Après, en fonction de ce qu'on va chercher, ce qu'on cherche comme expérience, finalement, il va pouvoir se passer plein de choses. Donc moi, généralement, je considère que c'est plutôt la pratique en fait qui va être à questionner. Ça veut dire que le but, c'est de pas jouer aux jeux vidéo toute la journée et de pas justement prendre le temps sur d'autres activités qui peuvent être importantes également. Mais en fait, finalement, tout jeu peut être intéressant quand on parle vraiment de jeux vidéo. Donc on évite les jeux sur téléphone portable qui servent juste à passer le temps dans le métro. Et encore, peut-être que ceux-là peuvent avoir aussi un intérêt. Mais quand on parle de véritables jeux, de toute façon, donc ça veut dire avec une histoire, avec un background, avec un contrôle de personnages ou de choses comme ça, il va pouvoir se passer plein de choses. Maintenant que nous avons eu le point de vue d'un psychologue spécialisé dans ce domaine très précis, nous voulions nous intéresser à qui est le public visé, et s'intéresser à ceux pour qui l'industrie du jeu vidéo crée de nouveaux opus. Nous avons donc demandé à quelqu'un se considérant comme gamer de nous donner son avis, ses ressentis et ses expériences sur les jeux vidéo en général. Nous nous sommes rendus sur Montpellier afin de la rencontrer. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très jeune et depuis je me suis jamais arrêtée.
Quand j'étais petite, on pouvait me qualifier comme étant une enfant assez calme, avec une imagination débordante et toujours besoin de connaître de plus en plus de choses. Les jeux vidéo m'ont justement apporté toute cette inspiration dont j'avais besoin pour pouvoir m'épanouir et c'est encore le cas aujourd'hui. Mes jeux préférés avec lesquels j'ai vraiment grandi ont été Mario Galaxy. C'est le premier qui me vient en tête car c'est certainement un des jeux auxquels j'ai le plus joué, qui m'a justement passionné d'astronomie et d'espace très jeune. Et que même encore à l'heure d'aujourd'hui, je crois que je le dois à ce jeu. C'est un jeu qui m'a énormément inspirée. J'étais tout le temps en train de vouloir dessiner de nouvelles créatures, créer de nouvelles planètes et de me faire des histoires, toujours. Certains jeux m'ont réellement fait aimer l'histoire avec un grand H, si je puis dire, qui m'ont permis vraiment de me renseigner sur des civilisations autour du monde que je n'avais jamais entendues auparavant et que je pense que je n'aurais jamais entendu parler autre part ailleurs. Les jeux vidéo sont très rarement perçus comme une forme d'art à part entière et je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a un nombre vraiment incalculable de personnes qui vont passer à côté d'expériences qui sont assez inoubliables et qui peuvent vraiment te plaire tout simplement. Comme The Witcher là par exemple, c'est un des premiers qui me vient en tête. Il y a aussi les Dark Souls qui ont une écriture scénaristique, un environnement incroyable et des musiques aussi qui le sont. Il y a eu The Last of Us aussi, qui a réussi à créer un monde assez terrifiant. Ils ont vraiment réussi à créer une relation dans le jeu qui te touche, toi, lorsque tu y joues. Je trouve ça super intéressant et je trouve ça super malin de la manière dont ils l'ont fait. On a trop peu tendance à parler des bénéfices au niveau de la communication dans les jeux vidéo. Je trouve qu'on a vraiment ce stéréotype de l'ado enfermé dans sa chambre qui ne parle à personne et qui s'oublie dans le monde réel. Ce stéréotype-là est trop présent. Je juge que mon niveau en anglais est uniquement lié aux jeux vidéo. Je n'aurais jamais su parler comme je sais parler anglais aujourd'hui sans ça. J'ai réussi à rencontrer des gens à travers des jeux communautaires comme CSGO, qui est un jeu compétitif. J'ai rencontré des gens qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui, après 5 ou 6 ans, des amis proches que je continue de voir. Donc je trouve qu'on a trop peu tendance à le souligner et je trouve ça dommage tout simplement. Sincèrement, je pense qu'au moins tout le monde peut aimer un jeu vidéo car c'est une forme d'art comme une autre. Les jeux vidéo sont quand même accessibles et je trouve ça dommage que certaines personnes se mettre des freins en fait pour y accéder tout simplement parce que les jeux vidéo sont faits pour tout le monde en fonction évidemment de sa sensibilité qui lui est propre et de ses expériences et de ses goûts tout simplement, de son âge aussi parce que l'adaptation se fait aussi en fonction de l'âge. Si on donnait à tout le monde, on va dire, les clés et peut-être les conseils pour appréhender un jeu et vraiment s'y lancer, je pense que on oublierait vite justement tous les clichés derrière. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, le jeu vidéo c'est une forme d'art et tout le monde peut, en fonction de leur sensibilité, peuvent aimer quelque chose. Pourquoi pas les jeux vidéo ? Comme dit précédemment par notre intervenante, les jeux vidéo sont apparemment accessibles pour tout le monde. Cependant, le sont-ils vraiment ? Sachant que dans les 71% de Français qui jouent aux jeux vidéo se trouve une partie souvent oubliée, les personnes en situation d'handicap. D'après le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, ils représentent pas moins de 6 millions de personnes ayant des problèmes moteurs, auditifs, intellectuels, cognitifs, visuels ou encore des troubles du langage. Existe-t-il des jeux adaptés pour eux ou bien doivent-ils s'adapter ? C'est la question que nous avons posée à une professionnelle spécialisée sur le sujet des utilisateurs dans le monde du jeu vidéo. Actuellement, il y a une grosse discussion qui est faite par rapport à ça sur comment est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité des jeux, comment est-ce qu'on peut améliorer les représentations. Parce que, en vérité, oui, on fait des choses pour améliorer tout ça. Donc, on a la XAC, qui est la Xbox Alternative Controller, qui a été créée en 2018, qui est un espèce de gros hub sur lequel on peut plugger plein de trucs. Donc, c'est quelque chose de positif, ça a été inventé, c'est fait pour aider les gens en situation de handicap moteur à jouer au jeu. On fait des choses pour que ça s'améliore, qu'on essaye en fait des initiatives.
Donc il y a ça d'un côté pour le handicap moteur, et après pour tout ce qui va être ce qu'on appelle les handicaps invisibles. On a des jeux qui justement, l'un des jeux préférés que je prends tout le temps en exemple, c'est Hellblade, c'est Senua Sacrifice, qui est un jeu qui parle de santé mentale, qui parle de schizophrénie, d'hallucinations, de psychose auditive, plein de choses comme ça, et qui a été fait avec des neuroscientifiques, des psychologues, des gens qui sont eux-mêmes concernés, et ça c'est super important, c'est que c'est des personnes concernées aussi qui ont été interrogées et qui ont pu faire des feedbacks sur la création du jeu. Et donc on a des choses intéressantes qui peuvent émerger. Pour autant, ça reste des petits électrons libres dans le jeu en termes de création. C'est pas une majorité. Alors, les bienfaits qu'on peut observer qu'a le jeu vidéo sur les personnes en situation de handicap, une chose qui ressort principalement, c'est que le jeu vidéo, en général, permet d'oublier sa situation. Donc, on est sur des personnes, par exemple, qui peuvent avoir des douleurs neurologiques ou des douleurs réelles dans leur corps. Et en fait, quand elles jouent aux jeux vidéo, elles vont véritablement comme se déconnecter, se dissocier de leur corps et être capable de jouer sans éprouver autant de douleur au quotidien. Donc ça leur fait du bien. C'est vraiment très positif comme retour, comme feedback. Après, ça c'est une partie de choses qu'on peut voir. Il y a aussi l'aspect sociabilisation qui est très forte. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap en fait, qui sont isolées socialement et pour qui c'est très difficile de faire des amis, d'avoir des gens autour de soi, d'avoir un cercle social, et qui du coup peuvent rencontrer des personnes, se créer un cercle d'amis, et du coup il ne faut pas parler d'amis fictifs ou d'amis IRL parce que ce sont des amis, ce sont des cercles d'amitié qui se construisent. Donc il y a ces deux choses-là. Et après, il va y avoir tous les aspects de représentation ou le fait de valoriser en fait une représentation différente d'un trouble, d'une situation, etc. Bah, ça fait du bien en fait de se sentir valorisé, entendu, exister. Un des exemples qui revient, c'est dans Wolfenstein, le fait qu'on a un passage où le joueur se retrouve en situation de handicap, il est dans un fauteuil roulant et il doit rouler, utiliser ça comme moyen de se déplacer. Et les gens se sont dit, bah, là, en fait, c'est une bonne utilisation de ce qu'est le handicap, c'est représentatif. On n'est pas juste, on n'est pas des bolides, on n'est pas complètement incapable de faire autre chose. Et du coup, c'est une bonne représentation. Il y a aussi, par exemple, pour la communauté sourde, concrètement, un personnage qui utilise la langue des signes, ça n'existe pas beaucoup, mais il y a quelques initiatives. Il y a une petite souris qui était toute mignonne, qui avait fait un buzz là-dessus, qui s'appelle Mouse. Et celle-là, elle utilise la langue des signes américaine ou british, je ne sais plus laquelle des deux. Et du coup, c'est en fait une initiative du développeur qui s'est dit, bah tiens, ça gêne pas plus que ça au gameplay, et puis ça me fait travailler sur l'animation, et au final c'est vachement intéressant, et ça s'utilise au final dans le jeu de façon cohérente, et les enfants qui jouent avec se sentent valorisés, genre ah il me dit bonjour et tout, comme avec les mains et tout, comme il faut, c'est trop bien. Donc il y a des choses à faire sur différents points. Il y a des initiatives de plus en plus qui améliorent l'accessibilité et les représentations, et c'est positif. Les jeux vidéo classiques sont de plus en plus adaptés aux personnes en situation de handicap, et elles sont de mieux en mieux représentées dans le jeu vidéo. La représentation dans les milieux artistiques est extrêmement importante quant à la sensibilisation des uns et l'illustration des autres. Nous avons examiné l'accessibilité au divertissement pour les personnes en situation de handicap. Mais est-ce qu'on peut se servir du jeu vidéo dans un autre but, comme le médical ou la rééducation par exemple? Eh bien la réponse est oui. En effet, il existe un type de jeu vidéo nommé le Serious Game. Le principe de celui-ci est d'amener un vrai développement qui peut être pédagogique comme médical. Il aide ceux qui ont besoin d'améliorer leur situation grâce à ce genre de jeu, tout en s'amusant. Nous nous sommes rendus au CHU de Montpellier afin d'assister à une séance de Medimove, un jeu rééducatif, afin d'en juger par nous-mêmes. Donc vous allez travailler le bras tendu, haut et bas, de monter et descendre la main pour attraper les ballons qui sont à l'écran et d'éviter de venir ouvrir le bras sur le côté.
Les serious games, ça fait quelques années déjà que ça existe. Ça se développe de plus en plus. Il y a différents types en plus de serious games. Il y a les serious games en réalité virtuelle où on est immergé. On peut aller travailler plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec aussi plein de patients différents. On va pouvoir travailler avec des patients qui ont des problématiques neurologiques, des patients qui ont des problématiques plutôt ostéo-articulaires, avec des patients qui ont des troubles somatoformes, c'est-à-dire que c'est des patients qui parfois n'ont plus de mobilité à un certain niveau de leur corps, mais qui sur tous les examens en fait ne s'expliquent pas. Et parfois, en fait, le cerveau, il va venir parasiter certaines choses, bloquer certains mouvements. Et on arrive alors, quand c'est immergé, à leur montrer aussi après coup qu'ils sont capables de faire des choses alors que pour eux, ils étaient bloqués. Voilà. Alors, ouais. Alors, il est vers le haut de l'écran, donc il faut que voilà, vous avanciez. Très bien. Et s'il est vers le bas, il faut... Medimove est une plateforme de jeux vidéo, de stimulation et de rééducation. L'avantage du jeu vidéo, c'est qu'on va garder le côté ludique du jeu vidéo grand public, mais le jeu vidéo thérapeutique va permettre de stimuler en fait l'ensemble de la chaîne motrice. C'est-à-dire que c'est la personne qui va voir ce qui se passe à l'écran, l'intégrer et générer le mouvement et avoir un feedback qui va permettre une certaine plasticité cérébrale et donc de se rééduquer. Et on va pouvoir comme ça stimuler la personne à la fois au niveau physique, mais aussi au niveau cognitif. Par exemple, auprès des patients que vous avez pu voir tout à l'heure, quand on a un jeu où on ramasse des fleurs en se déplaçant, à la fois ça stimule l'équilibre dynamique, mais en même temps ça stimule tout ce qui va être orientation spatio-temporelle. Je vois le sourire derrière votre masque. C'est la première fois que vous en attrapez autant? Oui. Oui? Je crois que j'étais bloquée à 70. C'est vrai? Parfait. En plus aujourd'hui. Et puis en plus, avec la main, c'est bien. On peut dire que les jeux vidéo sont très polyvalents. Aujourd'hui, leur champ d'action est devenu immense grâce aux nouvelles technologies. Ils sont devenus des acteurs majeurs de notre société et de la culture mondiale. Pour revenir au divertissement, afin de jouer aux jeux vidéo avec ses amis, il suffit d'accéder à un logiciel pour communiquer et lancer un jeu multijoueur. Si on est dans la même pièce, on peut sortir une manette en plus et jouer sur le même écran. De plus en plus, les développeurs essayent de repousser les limites entre la réalité et le virtuel pour créer de nouvelles expériences immersives pour les joueurs. C'est ce sur quoi EcoSquad est en train de travailler depuis quelques années. Nous nous sommes donc rendus dans un sous-marin pour répondre à cette question. Enfin, pas un sous-marin en plein milieu de l'océan, mais plutôt dans un local en bordure de Montpellier. EcoSquad, c'est une aventure immersive et coopérative. C'est-à-dire qu'on a voulu transporter les gens dans ce qui nous faisait vibrer, des univers fantastiques, et les mettre en emprise directe avec ça. La spécificité du projet, c'est qu'on peut toucher les choses, on peut agir directement sur l'environnement. On est dans une sorte de sous-marin qui est un peu le Nautilus dont on a rêvé quand on était gamin. Sauf que là, c'est à nous de prendre la barre, c'est à nous de tirer des torpilles, c'est à nous de faire avancer les choses et d'être vraiment en prise avec l'aventure. C'est aussi une aventure collective, c'est-à-dire que pour vivre toute cette immersion, on ne peut pas le faire tout seul, il faut être avec ses amis ou sa famille, des gens autour de nous, et collectivement, on va devoir surmonter des épreuves et découvrir les abysses, parcourir un monde merveilleux qu'on explore avec ce sous-marin. Alors c'est une idée que j'ai eue il y a maintenant 5 ou 6 ans. Il faut savoir que aussi bien moi que Adrien et Philippe, qui sont les deux autres associés, on vient tous du monde du jeu de rôle grandeur nature. Et donc on avait cette volonté de créer des univers, de créer des histoires pour des groupes de joueurs. Et l'idée après, ça a été de dire mais ça marche super bien, mais c'est réservé un peu à une petite caste de personnes qui acceptent un peu des choses un peu particulières, un peu étranges pour le grand public. L'idée était de dire comment on peut apporter ça au grand public, et la réponse c'est la technologie, c'est-à-dire faire énormément d'efforts de décor, énormément d'efforts avec des dispositifs immersifs, etc. pour que la barrière devienne transparente et que les gens rentrent dans nos univers parce qu'en fait ils n'ont pas le choix. On les a rentrés dans un sous-marin, tout fonctionne comme un sous-marin, tout répond, tout ressemble à des dispositifs qu'on pourrait imaginer dans un sous-marin un peu fantastique. Donc il n'y a aucune barrière et ils sont projetés dans notre univers et après ils vivent des aventures.
Yes. Yes, yes, yes. Tu l'as eu? Attends. Faut récupérer là, oui. Vas-y, tiens. Oh yes. Les points positifs qu'il y a avec Satraction dans ce qu'on a pu découvrir, donc on avait ce qu'on avait imaginé, donc c'est un jeu qu'on a conçu pour être extrêmement collaboratif, les gens doivent s'organiser et doivent... les postes sont interdépendants les uns des autres. Vous ne pouvez pas avancer si le mécano ne vous met pas le gaz. Le pilote ne peut pas savoir où il va si le sonar ne lui indique pas la direction et ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose où tout le monde est important et tout le monde doit communiquer avec tout le monde. Donc c'est vraiment une expérience de jeu qui est très... faut trouver comment s'organiser, etc. Alors ce qui est assez amusant, c'est que vraiment tous les groupes sont très différents. Et en termes de liens, je ne pourrais pas vous dire en gros une généralité de oui, ça crée du lien, etc. Par contre, on a observé plein de petites histoires comme ça ou de choses qui se passent dans le sous-marin. Le grand classique, j'aimerais dire, c'est quand on a un enfant qui va commencer à toucher tous les boutons dans le sous-marin et qui va oser justement toucher à tous les boutons, là où ses parents peut-être vont être très précautionneux, vont pas vouloir faire de bêtises, vont être très en retrait. Mais finalement, il va y avoir une communication entre ces deux personnes puisque l'enfant va oser toucher à tout et donc va oser essayer, se tromper, puis réussir finalement à manipuler les choses. Là où les adultes vont peut-être un petit peu mieux comprendre la globalité de la mission, la globalité de l'aventure, mais ont toujours un petit peu peur pour ne pas faire de bêtises finalement, parce qu'on leur donne les clés d'un sous-marin, c'est un petit peu impressionnant. Et finalement, l'échange se fait très très bien avec le gamin qui va dire « Regarde, ça marche comme ça, quand on appuie là, ça fait ça, etc. » Et l'adulte qui va beaucoup plus être « On doit aller par là, regarde, etc. etc. » Et puis ce mélange se fait vachement bien. Mais des exemples comme ça, en fait, il y en a des centaines. On a vécu beaucoup quand on a observé les parties. Chaque partie est différente. Chaque partie est l'occasion pour les groupes qui jouent de se découvrir autrement finalement et d'avoir des nouvelles manières de jouer, des nouveaux liens, de se découvrir les uns les autres en fait. Le jeu ça a cette grande vertu que de révéler aussi énormément les gens les uns aux autres finalement. EcoSquad est particulièrement bien adapté pour ça parce qu'on est obligé de coopérer dans EcoSquad. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faut que les gens travaillent ensemble. S'ils ne travaillent pas ensemble, ça ne marche pas, ça n'avance pas. À gauche, à gauche, à gauche. Stop, arrête-toi. Super. Oula, c'est super. Ah mais c'est un chaque. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est un putain de craquet. Moi, je suis hyper fier justement d'être dans un truc qui va pousser les frontières un peu plus loin, tout le côté immersif, le côté physique, le côté où vraiment les joueurs, on leur propose tout de suite d'être dans un endroit qui les plonge dans l'univers. Moi, c'est en plus un des trucs qui me plaît beaucoup dans le jeu. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment pousser en avant. La VR m'y avait déjà un petit peu fait penser dans les expériences de VR que j'ai pu avoir et que j'ai pu développer. Le fait qu'on mette un casque et que d'un seul coup on soit au cœur de l'action, je trouvais ça super. Et là, on est vraiment en train de pousser le truc encore plus loin en disant t'as pas à mettre de casque, tu es dans l'action tout de suite, attrape des boutons, pousse des leviers, cours dans le sous-marin, retourne-toi et observe tout ce que tu peux faire autour de toi. Ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Les jeux vidéo pratiqués sainement sont remplis d'aspects positifs. Ce sont de vraies portes vers un mode de créativité, de divertissement, de rencontre, de développement, d'exercice médical comme pédagogique et bien d'autres. De plus, avec l'avancée des technologies, celui-ci peut s'étendre sous plein de formes différentes, pour plein d'utilisations très variées. Le jeu vidéo est une industrie qui ne fait que grandir, et qui se rend de plus en plus accessible. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer, que ce soit sur un smartphone, un ordinateur ou une console. Il s'adapte à tous les milieux, les pays et les conditions des joueurs, comme les personnes en situation de handicap, qui, eux aussi, ont des alternatives pour pouvoir plonger dans des expériences uniques. Expériences que l'on peut partager seul ou à plusieurs. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour jouer entre amis, ou même avec des inconnus. Le côté social est justement renforcé, ce qui est rarement dit dans les journaux. Les médias et l'opinion publique ont tendance à discréditer les jeux vidéo, par ignorance ou par peur du changement. Car oui, les jeux vidéo font partie de notre futur, et il n'y a pas à avoir peur de cela, car une utilisation saine ne sera que bénéfique pour les joueurs.